et bienvenue à cette deuxième émission dédiée à l'histoire et à la culture japonaise. Alors comme je l'avais déjà dit, cette émission fait partie d'un triptyque décrivant toute l'histoire. Ainsi, après avoir vu les origines du pays jusqu'au Japon antique, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le Japon médiéval. Suite à la bataille marquant la victoire de Minamoto no Yoritomo à la fin de la guerre du Genpei, le Japon rentre dans la période de Kamakura qui durera près de 150 ans. Minamoto no Yoritomo sera nommé shogun en 1192, signifiant généralissime, ouvrant par là un nouveau type de gouvernement dictatorial militaire appelé Bakufu, littéralement gouvernement de la tente, où le pouvoir est centré entre les mains du shogun installé à la nouvelle capitale de Kamakura dans le Kanto. La caste des Bushi devient donc dominante dans la politique. L'empereur n'a qu'un titre honorifique et un rôle cérémonial, sa cour restant à Kyoto. Les provinces du Japon deviennent semi-autonomes sous la direction de leurs shugo, des gouverneurs militaires de province sous allégeance du shogun. À l'époque de Kamakura, le Japon quitte l'Antiquité et entre dans son Moyen Âge. Étant donné que la classe guerrière des Bushi domine le Japon à partir de cette période et pour les 700 prochaines années, vont se démarquer les samouraïs. Nous sommes devant une armure de samouraï de l'époque Edo, qui était faite en cuir laqué pour l'imperméabilité et de différentes pièces en métal. Alors tout en gardant une extrême flexibilité pour le combat. Elles étaient entre 3 et 4 fois plus légères que les armures européennes, pesant à peu près 10 à 13 kg. Si le bushi est le guerrier au sens large, le samouraï se rattache plus à la noblesse guerrière, aux propriétaires terriens qui doivent allégeance à leur chef, qui sera plus tard nommé daimyo. Sous leurs ordres, les soldats paysans forment la masse guerrière de basse classe et sont appelés ashigaru. Ces fantassins, bien moins efficaces qu'un vrai samouraï entraîné au corps à corps, prouveront leur importance et vraiment puissance bien plus tard avec l'introduction des armes à feu, permettant de tuer d'un seul coup. Tous les bushi sont fidèles au code moral du Bushido, établi au début du Moyen-Âge japonais. Décrivant la manière de vivre et de combattre, il comprend notamment 7 vertus confucéennes, la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Après la mort du shogun Minamoto no Yoritomo en 1199, son beau-père Tokimasa Hojo, chef du clan Hojo, se proclame Shikken, qui veut dire régent, du nouveau shogun. Si les Minamoto perdurèrent encore un temps en tant que shogun, c'est bien les Shigen Hojo qui dirigent en fait le pays, bien au-delà de leur shogun fantoche et de l'empereur titulaire. À l'époque Kamakura, le rendement agricole va considérablement augmenter. En effet, les terres fonctionnent sur un système de double récolte qui alterne riz et une céréale non irriguée. Dans certaines régions, le rendement monte même à une triple récolte. Les cultures particulières sont développées, notamment de légumes, de lin, de chanvre, du mûrier et du thé. Cette production doublée ou triplée libérera de l'excédent pour le commerce. Le zen est une branche du bouddhisme mettant l'accent sur la méditation et la posture assise dite zazen. 2 écoles se développeront au Japon, héritées du Chan chinois. L'école Zen Rinzai s'installera à partir de 1191 et l'école Zen Soto à partir de 1223. Le zen, très prisé des samouraïs, séduit par la simplicité de la croyance et la pratique de la méditation assise, se répandra rapidement dans le pays. Le Tōfuku-ji, daté de 1236, est le plus ancien temple zen du Japon. Au-delà de la religion, la philosophie zen va profondément imprégner la société japonaise à toutes ses strates et dans ses arts. Que ce soit dans la calligraphie, les arts du combat, le jardinage ou la cérémonie du thé, ils sont tous des exemples hérités de la philosophie zen. La poésie et la peinture en seront également impactées. Issu d'une tradition antique, probablement depuis l'époque Asuka, l'art des jardins ne cessera d'évoluer et de se préciser au cours des siècles. L'un des plus anciens traités écrits décrivant les codes du jardinage est le Sakuteiki du XIIe siècle durant la période Heian. De la façon de créer une rivière,
qui coule toujours d'est vers l'ouest, ou un étang et ses îles, ou de la façon de disposer les pierres, jamais coucher une pierre initialement levée et inversement, au risque de violer l'esprit de la pierre, ni de placer de pierres de plus d'1,20 m au nord-est de la maison, ni ne les placer en coïncidence avec l'axe des poteaux de la maison, cela provoquant malheur sur la famille. L'art du jardin japonais est en réalité très complexe, tout à la fois dans le respect des kami et l'imitation d'une nature dont le paysage doit varier en fonction d'où on se place. Autre que les jardins arborés, on trouve aussi les jardins secs, directement inspirés du zen, que l'on ne trouve qu'en monastère. Ils sont composés de sable ou de gravier que l'on doit ratisser chaque jour, reflétant alors un océan immobile autour de quelques pierres posées harmonieusement. La seule végétation étant alors de la mousse. Un certain nombre de monticules de sable ou de pierres peuvent être disposés de manière à ce que jamais le nombre global ne peut être vu d'où que l'on se place. Ce qui est invisible aux yeux de l'observateur, il doit le trouver lui-même. Point de vue littérature, c'est le récit guerrier appelé Gunki Monogatari qui est très populaire durant le Moyen-Âge japonais. Traitant d'un héros individuel, on peut citer par exemple les Eike Monogatari et Eiji Monogatari. Au cours du Xe siècle, le bouddhisme Tendai prend un tournant et se centre sur la foi en Amida, le nom japonais du Bouddha. Divers moines partiront prêcher la nouvelle parole et c'est en 1175 qu'est vraiment fondée la secte de la Terre pure, ou amidisme, qui découle de ce changement. Les représentations de la Terre pure se manifestent en littérature, en art, architecture, dans les jardins. Le point culminant de l'amidisme est atteint lors de l'érection du grand Bouddha de Kamakura. Situé dans le temple Kotoku-in de Kamakura, une énorme statue en bronze d'Amitabha Bouddha, haute de 13 mètres, est construite en 1252. Originellement couverte d'or et abritée dans un hall qui fut détruit par les intempéries et reconstruit 4 fois, elle fut laissée à l'air libre à partir du XVe siècle. Le grand Bouddha de Kamakura est une des figures les plus célèbres du Japon. Après la conquête de la Chine par les Mongols, ceux-ci envoient des émissaires au Japon en 1266 et 1268 pour leur demander de se soumettre à la loi mongole. Restés sans réponse, les Mongols se préparent à la guerre. Si la cour japonaise envisage de céder à la menace, c'est le jeune régent d'alors, Hojo Tokimune, qui s'y refuse fermement. Redoutant une invasion par l'île de Kyushu, il fait déployer l'armée à l'ouest pour protéger tous les principaux sites propices à un débarquement. Kubilai Khan conquiert de son côté la Corée, dont il sort victorieux définitivement en 1270. La Corée forme la parfaite base pour partir à l'assaut de l'archipel nippon. En 1274, la première invasion mongole est lancée. 15 000 Mongols et 8 000 Coréens embarquent à destination du Japon. 2 petites îles sont prises facilement, puis débarquent sur Kyushu. Lors de la bataille de Bunhei le lendemain, les Mongols, équipés d'explosifs chinois qui impressionnent les Japonais, mais aussi plus nombreux, repoussent la petite garnison de samouraïs qui se réfugient dans la forteresse. Mais l'avancée mongole s'arrêtera là. En effet, une révolte parmi les auxiliaires coréens et chinois ainsi qu'une tempête endommageant la flotte forcera les Mongols à la retraite. Alors, profitant de ce retrait, le Bakufu du coup renforcera ses défenses contre l'inévitable invasion. De nouveaux forts sont construits et le mur défensif Genko-Bori, long de 20 km, est construit le long des côtes nord de Kyushu. Après s'être emparés de l'armée et de la flotte chinoise restante, les Mongols peuvent enfin réenvisager l'invasion du Japon en 1281. La première flotte dite de l'Est regroupe près de 25 000 soldats sur 900 vaisseaux. La seconde flotte du Sud est 4 fois plus nombreuse. La flotte de l'Est accoste en premier au printemps et s'empare des mêmes 2 premières îles que 7 ans plus tôt, Tsushima et Iki. Puis sont harcelés par les Japonais qui incendient les navires grâce à de petites embarcations. La grande flotte sud arrive au courant de l'été et accoste en plusieurs endroits de Kyushu. L'armée japonaise est toujours largement inférieure en nombre, mais les défenses sont efficaces et aident à tenir contre les vagues des forces auxiliaires. Lors de la bataille de Kohan, ils repoussent même l'ennemi jusqu'à leurs navires. Les bateaux japonais harcèlent la flotte d'invasion, forçant l'armée à rester à bord.
Mais le vent tourne clairement en faveur des Japonais lorsqu'à partir du 15 août, un typhon ravage les côtes de Kyushu et détruit la majeure partie de la flotte mongole qui sont surtout des navires fluviaux à fond plat incapables de résister à une tempête. Ce typhon mettant un terme à l'invasion mongole sera nommé kamikaze par les Japonais, signifiant vent divin. Le typhon kamikaze détruisant la flotte ennemie restera célèbre dans l'histoire japonaise, si bien que le terme sera repris par les généraux de la Seconde Guerre mondiale pour les pilotes suicides chargés de couler les navires américains pour éviter l'invasion de l'archipel. On peut dire que durant ces 2 tentatives d'invasion mongole, le Japon a joué de chance. Leur histoire se serait peut-être déroulée autrement si les invasions avaient réussi. Il faudra attendre en tout cas la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'une autre puissance étrangère ne remette le pied sur le sol japonais. それはキヨスの時間です。ご自宅のはどこですか？ゴディを見つけました。本当に？はい、本当だ。おめでとうございます、サムライ様。だから、あなたの答えを印刷して宅配便に渡さなければなりません。そうですか。このように捏造されたあなたの王とは、あなたの大名の昇進を求める必要があります。あ？それから、彼は15日以内に江戸に到着するために東海道に乗らなければならないでしょう。はあ？将軍に大書を求める前に。はあ？勝てないね。実は、金庫にはもうお金がありません。なるほどね。ご自宅のはどこですか？ En 1333, l'empereur Go-Daigo ambitionne de faire tomber le shogunat pour remonter un gouvernement impérial. C'est alors sa 3e tentative. Cela provoquera le début de la période Muromachi, une période très instable dans l'histoire japonaise, avec plusieurs sous-périodes, à commencer par la restauration de Kenmu. Suite aux machinations de l'empereur Go-Daigo, le shogunat Minamoto dépêche un des chefs militaires du Kanto, Ashikaga Takauji, mais celui-ci, plutôt que de combattre l'empereur, se rallie à sa cause. En parallèle, un second chef militaire du Kanto lève aussi une armée contre le shogunat et marche sur Kyoto, poussant les régents Hojo, véritables dirigeants du Japon, je rappelle, à se suicider avec la plupart de son clan. Go-Daigo reprend alors le pouvoir, espérant reproduire un modèle impérial fort comme en Chine. C'est le début de la restauration de Kenmu. Malheureusement pour l'empereur, son règne sera de courte durée. En 1335, parti dans le Kanto réprimer une révolte des restes du clan Hojo, Ashikaga Takauji se révolte contre l'empereur Go-Daigo qui avait refusé de le nommer shogun. En 1336, il bat les forces militaires impériales et force l'empereur à fuir et à se réfugier dans le sud du Kinai, à Yoshino, où il installe sa cour. Suite à la révolte d'Ashikaga, celui-ci cherche à mettre son propre prétendant au trône impérial, Ko-Mio, venant d'une branche différente de celle de Go-Daigo. En retour, Ko-Mio nomme Ashikaga Takauji shogun. C'est le début du shogunat Ashikaga qui durera plus de 250 ans. L'empereur Ko-Mio, mis en place par Ashikaga, s'installe à Kyoto et forme la cour du Nord. Les successeurs de Go-Daigo, installés à Yoshino, eux forment la cour du Sud. Dès lors, cette opposition est appelée guerre des 2 cours et durera 56 ans. Les Shugo, gouverneurs locaux des différentes provinces, ne sont en fait pas d'une extrême fidélité envers le shogunat Ashikaga et profitent du désordre de la politique centrale pour obtenir plus de pouvoir localement. C'est en effet ce que leur octroie le shogunat, toujours plus de prérogatives à leur échelle provinciale pour tenter de les acheter à sa cause. Après des années de lutte, jamais décisives mais souvent très destructrices, en 1392, le dernier empereur de la cour du Sud, Go Kameyama, se soumet à Ashikaga Yoshimitsu, petit-fils de Takauji et 3e shogun Ashikaga. C'est la fin de la guerre des 2 cours. Le premier shogun Ashikaga s'étant installé dans le quartier de Muromachi à Kyoto, cela donne le nom à la période.
En 1392, c'est l'âge d'or de shogunat Ashikaga, mais qui ne durera pas longtemps, jusqu'à peu près 1441 et l'assassinat du 6e shogun Ashikaga. Les Shugo gagnent toujours de plus en plus de puissance et d'influence et deviennent de vrais seigneurs de guerre locaux, les daimyo. Le pouvoir central s'affaiblit et le pays se déchire de plus en plus dans des guerres de succession et des guerres de lutte territoriale. Au début du XIVe siècle, on peut distinguer deux types de représentations de spectacles. Le Dengaku no, prisé des élites par sa tradition poétique et littéraire et ses danses, et le Sarugaku no, théâtre de pantomime, jonglerie et marionnettes plus populaire. L'origine du théâtre no remonterait à 1374, quand une représentation de Saguraku no eut lieu devant le shogun Ashikaga Yoshimitsu, qui, fortement impressionné par le jeu de l'acteur, l'invita à la cour sous sa protection. Cet acteur, du nom de Zanhami, et son fils Zeami s'installèrent à la cour et firent évoluer le Saguraku no en y insérant des éléments du Dengaku no, pour forger ce qu'on appellera plus tard le no. À eux seuls, ils composeront la quasi-totalité des pièces du théâtre no, toujours présentées aujourd'hui. Dans ce type de théâtre noble et sacré, les paroles sont psalmodiées, mêlées à des chants et à des déplacements très lents et accompagnées d'une musique rythmée. Le spectacle est une cérémonie tragique où se mêlent des éléments surnaturels, démons, animaux fabuleux, personnages étrangers ou mystiques. Les acteurs sont pour la plupart masqués. Le mélange de danse et de voix chantées comme un simple support le rapprocherait de l'opéra occidental, s'il faut faire une comparaison très éloignée. Alors que la colonisation vers le nord se poursuit, en 1456-1457, sur l'île d'Ezo ou Hokkaido, une population locale d'Ainu repousse pratiquement les Japonais. Seule une colonie fortifiée japonaise reste en place et un traité de paix est signé avec les Ainu qu'en 1551. Par la suite, la majorité de l'île sera transformée en ferme d'algues à exporter et de pêcherie de poissons à fumier, exploitant les Ainu. D'autres rébellions Ainu pour préserver leur indépendance politique éclateront entre 1669 et 1672 et en 1789. En 1467 débute une lutte féroce entre les clans Yamana et Hosokawa à propos du choix de l'héritier du shogunat. Une coalition se forme autour de chacun d'eux et embrase l'archipel. C'est le début de la guerre d'Ōnin. Kyoto est ravagée en grande majorité dès la première année de guerre. Mais le conflit s'essouffle et après la mort en 1473 des deux chefs, les combats ne seront plus que sporadiques. La guerre s'achève en 1477 sans vainqueur, mais marque le début d'une période de forte agitation à travers tout le Japon qui sera nommée Sengoku Jidai. Quoi? Un Sangoku Jedi? C'est pas un peu overpété ça? Non. Je le redis, c'est le Sengoku Jidai. Littéralement l'âge des provinces en guerre, le Sengoku Jidai est marqué par un éclatement politique et une extrême militarisation où chaque province dirigée par leur daimyo est en guerre permanente. Alors le shogunat Ashikaga, s'il est techniquement toujours en place, n'a en réalité plus aucun pouvoir. Période qui a largement inspiré le cinéma des films de samouraï, notamment celui de Kurosawa, c'est une période où de nombreux noms de clans célèbres se démarquent, tels les Takeda, Oda, Uesugi, Shimasu, Tokugawa, Date et bien d'autres. Cette période de conflit durera plus d'un siècle et durant tout le XVIe siècle. Les sabres katana, qui commenceront vraiment à être appelés ainsi à partir de cette période, font partie des sabres Shinto, littéralement nouveaux sabres, avec l'apparition de nouvelles techniques. Cela dit, cette première période de guerre civile produit des sabres de mauvaise qualité, de par un minerai de fer utilisé médiocre, une forte demande de sabres due au conflit et une perte du savoir-faire de forge. Il faudra attendre le XVIIe siècle et la paix de l'époque Edo pour voir un changement radical dans la production des sabres avec de nouvelles techniques de trempe et une recherche de l'esthétisme très marquée.
Les grands châteaux japonais trouvent leur origine dans cette période de conflit, dans la seconde moitié du XVIe siècle, à l'exemple du Himeji-jo, dit château du Héron Blanc, est le plus grand château du Japon. Ils sont composés de hauts donjons en bois recouverts de plâtre à plusieurs niveaux, servant notamment à loger les troupes, et sont remplis de trappes et de couloirs tortueux en cas d'intrusion adverse. Le tout posé sur de larges fondations en pierre et entouré d'un réseau de remparts forçant l'ennemi à rentrer en spirale tout autour du château en passant de nombreuses portes. Forteresse dissuasive ayant rarement servi au combat, les châteaux servent aussi à asseoir la puissance du daimyo local. Avec par exemple le Matsumoto-jo et le Kumamoto-jo, il ne reste que 12 châteaux de construction d'origine dans le pays, les autres encore debout étant des répliques construites plus tard. ボンボン城の町山に緑の風吹けば杉っぱ青っぱ青山様が堀の向こうから町の辻どっこい尋常 Signifiant littéralement se faufiler, les shinobi étaient des espions mercenaires, maîtres dans l'art de l'observation, l'assassinat, le sabotage, l'infiltration ou la guérilla. Au XXe siècle, le terme moderne les désignant est désormais le plus connu et celui de ninja. Pratiquant le ninjutsu, les shinobi, ou kunoichi pour les femmes, utilisent des techniques de combat jugées déshonorantes pour la caste des samouraïs. Néanmoins, ces derniers n'hésitaient pas à faire appel à eux pour régler leurs conflits avec un opposant. Le shinobi au sens strict s'est réellement formé durant la période Sengoku, où les conflits étaient légion, et la province d'Iga en est le lieu d'origine. Les shinobi y étaient très régulièrement employés. Après l'unification du Japon, au début de la période d'Edo, les shinobi, environ 150 ans après leur création, s'évanouissent dans la brume et deviendront plus tard un sujet populaire d'imagination et de bien des mystères. En 1549, le missionnaire jésuite espagnol François Xavier arrive au Japon à bord de navires de commerce portugais. Certains daimyo de Kyushu s'intéressent à la nouvelle religion par goût ou par intérêt envers les marchands. Oda Nobunaga, qui contrôle déjà une majeure partie du pays, ne s'oppose pas à la nouvelle religion, voyant là un moyen d'affaiblir l'influence des monastères bouddhistes. Mais en 1587, finalement, Toyotomi Hideyoshi, craignant une trop grande montée du catholicisme, bannit les prêtres chrétiens du Japon. Son successeur, Tokugawa Ieyasu, lui cherche à profiter du christianisme pour améliorer les relations avec les occidentaux. À la fin du XIIIe siècle, alors que l'autorité chinoise s'affaiblit à cause de l'invasion mongole, se développe alors la piraterie japonaise le long des côtes, les wako. Pratiquant des raids sur tout le long des côtes chinoises et parfois jusqu'en profondément dans les terres à travers les fleuves, les wako vont sévir jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ils seront également utilisés par les différents daimyo pour régler des conflits entre eux, ou bien quand la Chine coupera les droits commerciaux aux Japonais, ceux-ci iront se servir par la force grâce aux wako. Vers la fin du XVIe siècle, la Chine voulant mettre un terme à ces pillages, alliée aux Portugais nouvellement installés à Macao, lancera une vaste campagne maritime d'éradication de la piraterie. Couplée à une nouvelle politique japonaise lancée par Toyotomi Hideyoshi, qui les affaiblira, les wako finiront par disparaître. ご刻だ。色の綾家の法事へいらっしゃいませ。ご演出の武器の幅広い選択肢、切って武器を解くこともできます。はい、注文を受け取るために来ています。もちろん、侍殿。しかし、18両用刀の脇差しのセット、後に両で担当がついてきます。結構です。色の綾家の法事にかける荷物でください。あなたの武器に満足するであることがわかるでしょう。これテストします。頭をよく切る素晴らしい色の綾家の法事、江戸日本橋通り。En 1573, le 15e shogun Ashikaga est chassé de Kyoto par Oda Nobunaga. C'est la fin de la période Muromachi.
La période Azuchi Momoyama qui suit, du nom de 2 châteaux appartenant à des hommes célèbres de la période, est importante puisqu'elle marque surtout la réunification du Japon. Se faisant non sans heurts, on doit cette unification au travail successif de 3 grands hommes célèbres de l'histoire japonaise, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Succédant à son père à la tête de la petite province d'Owari en 1551, la première tâche d'Oda Nobunaga est d'unifier le clan Oda face à ses parents rivaux. Ce qu'il réussit, mais sa province est petite et menacée par des voisins. En 1560, le clan Imagawa marche sur Kyoto en voulant en profiter pour s'emparer de la province d'Oda au passage. Les Imagawa ont 25 000 hommes, Oda Nobunaga seulement 3 000. Pourtant, profitant d'un orage pour contourner les forces ennemies, Oda Nobunaga arrive à se faufiler dans le camp adverse et à éliminer le chef Imagawa Yoshimoto. La nouvelle du chef mort, l'armée adverse se disperse. Cette victoire inespérée à la bataille d'Okeazama rend Oda Nobunaga célèbre dans tout le Japon. Petit à petit, son influence va s'étendre, ainsi que ses terres. En 1568, il place un autre membre de la famille Ashikaga au shogunat, dont il se servira comme un pantin. Pendant ce temps, Oda Nobunaga continue d'étendre ses terres en s'emparant de celles du clan Asakura. En 1573, finalement, Oda expulse le dernier shogun de Kyoto, c'est la fin du shogunat Ashikaga. Les sectes bouddhistes puissantes et armées appellent à la révolte face à l'expansion de Nobunaga. Celui-ci les soumet, voire les anéantit complètement, comme la secte Ikkō en 1574, afin d'effacer tout rival potentiel. Face à la progression inexorable d'Oda Nobunaga, seul le clan Takeda, très puissant, peut opposer résistance. L'affrontement aura lieu en 1575 lors de la bataille de Nagashino, qui marque un tournant dans l'histoire japonaise. Oda Nobunaga a en effet modernisé son armée en utilisant massivement les nouvelles armes à feu importées par les Portugais. Retranchée derrière des palissades en bois, la ligne de feu décime les charges de cavalerie Takeda, les lanciers achevant ceux qui arrivent à passer. La quasi-totalité du clan Takeda se fait exterminer et finira par s'éteindre quelques années plus tard. Les terres du clan Takeda passent sous contrôle d'Oda Nobunaga. Cet usage massif des armes à feu changera radicalement la vision de la guerre au Japon, forcé de s'adapter. Se battre avec honneur devenant moins important que tuer beaucoup et vite. Oda Nobunaga continue ensuite de s'étendre à l'ouest et au nord. Son dernier rival, Uesugi Kenshin, meurt d'un cancer. Prenant possession des terres Uesugi, Oda Nobunaga déclare alors « Désormais, le Japon est mien ». Mais en 1582, il est victime d'un coup d'état d'un de ses généraux, Mitsuhide Akechi, qui attaque le temple d'Ōnoji où se trouve Oda Nobunaga. Le temple en flammes, Nobunaga est obligé de se faire seppuku. En entendant la nouvelle de la mort de Nobunaga, un de ses fidèles généraux, Hideyoshi, est furieux et décide de venger la mort de son maître. Il bat le traître Mitsuhide Akechi à la bataille de Yamasaki. De basse extraction, Hideyoshi rentre au service de Nobunaga et ne cessera de grimper les échelons. C'est cette origine modeste qui va le rendre extrêmement populaire. Après avoir éliminé ses principaux rivaux, notamment les fils d'Oda, il va continuer le travail de réunification du Japon. Il unifie notamment le clan Mori à l'ouest et Tokugawa à l'est avant de continuer à rassembler tout le reste du Japon.
la cour impériale lui donnant alors le titre de Kampake, grand chancelier puis Daijo-daijin, ministre des Affaires suprêmes. Déplaçant les daimyo pour éviter toute fronde future, le contrôle du Japon devient total. Hideyoshi prend alors le nom de clan Toyotomi. Toutes ces conquêtes militaires s'accompagnent, autant pour Hideyoshi que pour Nobunaga avant lui, de réformes visant à transformer le Japon et à le faire rentrer dans une toute nouvelle structure qu'il gardera pour les prochains siècles. En 1592, Toyotomi Hideyoshi, puissant nouveau dirigeant d'un Japon tout juste réunifié, envisage la conquête de la Chine en passant par la Corée. Le refus du roi coréen Seonjo de laisser le passage provoque l'invasion de la péninsule. L'invasion est spectaculaire, l'effet de surprise, l'utilisation d'armes à feu, un entraînement et une préparation rigoureuse et une division de la Corée en multiples factions permettent aux Japonais qui débarquent à Busan d'être à Séoul en moins de 3 semaines. Les ressources sont systématiquement pillées, même les hommes sont ramenés vers l'archipel pour être vendus aux marchands d'esclaves portugais. La Corée demande l'aide de la Chine des Ming, mais l'empereur chinois lui-même redoute Hideyoshi. Il lui propose un compromis en lui proposant la couronne de 3 provinces coréennes en échange de l'abandon de ses prétentions sur la Chine. Mais Hideyoshi refuse. Sur terre, l'avancée japonaise est inexorable. Mais en mer, la flotte coréenne résiste sous la direction de l'amiral Ye Sun-sin et contre-attaque. Finalement, le ravitaillement japonais est mis à mal et après de multiples négociations n'aboutissant pas, une trêve se met en place où les Japonais s'installent et se fortifient autour de Busan, au sud de la Corée. Un quiproquo dans les négociations avec la Chine, laissant comprendre à tort que le Japon acceptera d'être vassal de la Chine, provoque une relance de la guerre en 1597. Une seconde invasion est lancée, les combats sont plus violents, mais l'avancée japonaise toujours rapide. La quasi-totalité de la flotte coréenne est détruite. Mais à l'hiver, une manœuvre des armées chinoises et coréennes pousse les Japonais à une retraite. Ceux-ci garderont le contrôle de toute la partie sud de la péninsule. L'invasion est finalement abandonnée qu'en 1598 à la mort d'Hideyoshi. La guerre d'Imjin n'a pas de réel vainqueur. Le Japon se retire sans gain, la Chine est en pleine crise financière et la Corée en ressort complètement dévastée. Autant humainement que dans ses infrastructures, sa production agricole sera même divisée par 3. Sur une colline à Kyoto s'élève le Montoné, faussement appelé Mimizuka monte aux oreilles. C'est la tombe de dizaines de milliers de Coréens, soldats mais aussi civils, dont le nez avait été ramené en guise de trophée et comptage d'ennemis abattus. Seuls les chefs avaient droit à la tête entière de coupée. Une anecdote barbare que les Japonais ont préféré passer dans l'oubli et aujourd'hui quasi inconnue. Après la mort de Toyotomi Hideyoshi en 1598, une lutte de succession se passe entre les différents régents. Et c'est le plus puissant des daimyo, Tokugawa Ieyasu, qui se place en successeur de l'unification japonaise. L'opposition se concentre autour de Ishida Mitsunari, qui va former une coalition de clans de l'Ouest en jaune, comme les Mori, les Shimasu, les Shosokabe, mais aussi les Uesugi à l'Est. Tokugawa rassemble les clans plutôt de l'Est, en rouge. Tandis que le clan Uesugi est fixé sur place par le clan Date, la rencontre principale entre les deux coalitions aura lieu en 1600 à la bataille de Sekigahara. Considérée comme la plus grande bataille de samouraïs de l'histoire japonaise, elle regroupe près de 90 000 hommes dans chaque camp. Il faudra attendre les guerres napoléoniennes 200 ans plus tard pour avoir de tels déploiements de puissance dans les batailles européennes. L'issue est incertaine et Ieyasu avait proposé des terres aux daimyo indécis pour les rallier à lui. Le clan Kobayakawa se joindra finalement à lui et Ieyasu sort vainqueur de la bataille. Les chefs de guerre ennemis sont exécutés ou poussés au suicide. En 1603, Tokugawa Ieyasu sera finalement nommé shogun, et ce sera la fin des guerres civiles japonaises et enfin le début de l'ère Edo. Le Japon va entrer dans une nouvelle ère de paix et de prospérité, mais ça, nous allons le voir la prochaine fois.
Je vous donne donc rendez-vous pour la 3e vidéo dédiée au Japon moderne et contemporain, qui démarrera de l'époque Edo jusqu'à aujourd'hui. Soleja, matane! Anata ni kiteimasu. Yakushoku o mamorimasu. Yomiko-chan. お兄ちゃんから手紙をもらった。おお、どんな手紙？特にない。ニュースから別れの冒険について教えてくれます。そうだね。私に約束した私を冒険に連れて行ってくれるでしょう。次の冒険が来週の内緒カンプになるまで、はい、勇気の印をするのが待ちきれません。私ができることをお兄ちゃんに証明するために一人で。ねえ、お兄ちゃんにちょっと好きだかしら？次回、現代日本。はい、好きだかな？イエーイ！